Moi, je remercie Hugo déjà parce qu'il vient de résoudre le plus gros problème de la journée. Donc pour moi, ça va être facile derrière. Je m'appelle Morgane Moinet, je suis architecte de formation et aujourd'hui, je dirige un bureau d'études en réemploi des matériaux de construction qui s'appelle Remix, que j'ai cofondé avec des associés qui, eux, ont une agence d'architecture qui s'appelle Encore Heureux. Je vais vous présenter un tout petit peu notre travail et puis après, je vais vous parler de 3 sujets particuliers, mais j'y reviendrai. Donc au programme, d'abord, qui sommes-nous? Et ensuite, donc le sujet qu'on m'a demandé de traiter, c'est comment on met en œuvre les matériaux de réemploi dans le projet d'architecture. Donc l'idée, c'était de prendre 3 étapes, le concours, les études et le chantier, 3 problématiques, comment on fait un concours en ayant une visibilité limitée sur les matériaux qu'on va mettre en œuvre, comment est-ce qu'on prescrit et on caractérise les matériaux, et puis comment on fournit et on pose les matériaux. Alors vous allez voir, il y a un certain nombre de sujets qui ont déjà été balayés. Je vais essayer d'apporter des précisions ou je passerai plus vite quand il n'est pas nécessaire d'apporter des précisions. Alors, qui sommes-nous? On est un bureau d'études en réemploi et notre métier, c'est d'accompagner les professionnels du bâtiment, d'une part les maîtrises d'ouvrage et également les maîtres d'œuvre, dans la conception et la réalisation d'opérations de réemploi. Pourquoi est-ce qu'on existe? Pourquoi à un moment donné on se dit tiens, on va monter une boîte comme celle-ci? Nous on pense qu'on est dans une situation critique qu'on appelle l'urgence climatique et qu'il faut s'engager aux côtés des gens qui construisent pour apporter des réponses opérationnelles qui soient à la fois créatives. Une des choses pour nous très importantes, c'est que le réemploi soit quelque chose de désirable, que ce soit pour les maîtrises d'ouvrage ou les futurs occupants. Et puis, donc, qu'il soit créatif, réaliste, parce que avoir des grandes idées, c'est bien, mais notre métier, c'est de délivrer des ouvrages, et désirable, parce que si on fait tous des efforts ou qu'on consacre de l'argent à un sujet, c'est parce qu'il faut qu'on ait envie de le faire, et pas exclusivement parce qu'on est poussé par ces questions de limitation de la production de déchets ou de la consommation de ressources ou les émissions carbone. Donc notre mission, c'est ça, c'est de rendre possible et désirable le réemploi des matériaux de construction, avec bien entendu, moi, ma motivation au quotidien, c'est de répondre aux enjeux de la crise climatique que l'on connaît aujourd'hui. Alors comment on fait ça? On a 3 activités. D'une part, sur les phases plutôt avant le projet d'assistance à maîtrise d'ouvrage. L'idée, c'est de rédiger un programme d'opération qui intègre ce sujet-là, donne des premiers objectifs, des premières ambitions. Et puis, notre cœur de métier dans l'équipe, on est tous architectes de formation, même si on a plusieurs de nos salariés et eux qui sont aussi ingénieurs ou urbanistes. Mais notre cœur de métier, c'est de concevoir des ouvrages qui intègrent des matériaux de réemploi. Et en fait, le truc vraiment chouette dans notre métier, c'est d'aller boire du champagne quand on livre un bâtiment. Donc c'est notre job, c'est ça, c'est de concevoir des ouvrages. Et finalement, on s'est rendu compte d'une chose, on est très attachés, nous, à la conception, parce que ces dernières années, le marché du réemploi ou les acteurs du réemploi ont beaucoup travaillé sur le diagnostic, la caractérisation, le démontage des matériaux. Et là-dessus, on a un marché qui est plutôt mûr, ou en tout cas qui mûrit rapidement. Mais ce qui bloque encore, c'est un petit peu la demande. C'est-à-dire les maîtrises d'ouvrage peuvent parfois, certaines, être un peu réfractaires parce qu'elles ont des craintes. Les assureurs, ils ne savent pas trop. Les archis, tout le monde trouve ça chouette. De plus en plus, il reste peut-être quelques-uns qui sont encore sceptiques, mais je pense qu'on est nombreux à se dire qu'il y a un vrai sujet ici. Et donc, ce qui est important, finalement, c'est de faire des projets pour démontrer que c'est possible, encore et encore, jusqu'à ce que toutes les craintes soient levées. Et puis, de la même manière que nos confrères de Bellastock, on se rend compte aussi que depuis maintenant à peu près 10 ans qu'on travaille sur le sujet avec nos associés. La société date de 2019 seulement, mais ça fait un moment qu'on travaille là-dessus. On a appris plein de choses. Et si on veut que les pratiques se développent, ce qui est super chouette, c'est de pouvoir partager ce qu'on a appris. Donc, on fait aussi de la formation. Voilà. Et puis, rapidement, parce qu'en fait, ce que je vous raconte, ce n'est pas le plus intéressant de ce que j'ai à vous dire. Rapidement, pour voir les typologies de projets, on travaille pas mal sur des sujets de bâtiments, mais aussi de plus en plus sur des sujets de plus grandes échelles urbaines, notamment de ZAC en tant qu'AMO, et puis beaucoup aussi sur des rédactions de guides ou de méthodologies. On accompagne certaines entreprises sur la transition de leur stratégie à l'échelle des groupes aussi, notamment Redman qui veut faire du sujet réemploi l'un des éléments qui l'identifie en tant que promoteur de manière singulière. Et ensuite, donc, des projets de bâtiments à diverses échelles, et j'ai mis en avant aussi des projets sur des territoires régionaux, parce qu'on nous oppose souvent le sujet de dire « Ah, mais vous bossez que sur des grandes opérations à Paris ».
on peut mettre en œuvre du réemploi sur toutes les échelles d'opération et on peut mettre en œuvre du réemploi sur tous les territoires. Et ça, c'est important de le dire. Et puis, de plus en plus, on travaille aussi sur des sujets urbains, dans des très grandes échelles de territoire ou de paysage, parce qu'on s'est rendu compte, d'une part, que c'est là que se trouve la très grosse masse de matériaux, et puis d'autre part, que c'était plutôt sympa à faire aussi. Voilà, et quand même, pour raconter un peu la genèse de ce bureau d'études, on est une filiale d'une agence d'architecture qui s'appelle Encore Heureux, qui travaille sur le sujet du réemploi depuis 2014, qui avait conçu une exposition pour le pavillon de l'Arsenal qui s'appelait Matière Grise, qui a beaucoup construit avec des matériaux de réemploi depuis 2014. Et puis, à un moment donné, on a souhaité créer une structure dédiée et surtout réunir une équipe dédiée au sujet du réemploi. J'en viens à l'équipe, parce que tous les trucs chouettes qu'on fait tous les jours, on le fait parce qu'il y a des gens passionnés derrière, tout autant que moi. Donc aujourd'hui, on est 7 personnes que vous voyez sur fond pierre et les 3 associés qui siègent avec moi au conseil d'administration que vous voyez sur fond blanc. Donc on en vient au cœur du sujet, la partie vraiment intéressante. Comment concevoir des ouvrages avec des matériaux de réemploi et puis comment fabriquer ou faire du concours sur des projets sur lesquels on aurait une visibilité restreinte. Donc j'ai dit 3 sujets, 3 projets pour les illustrer. Le premier projet qui est le projet de Pantin, qui est une opération de 27 logements qu'on fait pour un bailleur social qui s'appelle Séquence, avec les architectes d'Atelier Rita et Vida. Et puis en fait on gagne le concours avec ces images-là. Donc globalement, réemploi, pas réemploi, je ne sais pas trop. Et puis, en termes de réemploi, on raconte un processus plutôt que de dessiner quelque chose de figé. Alors, on sait tous qu'on peut gagner des concours et puis changer pas mal les projets derrière. Mais on raconte une histoire, et l'histoire, elle consiste à dire on est inscrit sur un territoire sur lequel il existe des compétences de gens qui fournissent de la matière. On pourrait notamment trouver les matériaux que vous avez ici, et ça, on va les mettre en œuvre dans le futur projet. Histoire très simple, pas trop engageante à ce stade. Et puis on avance dans les études, et puis là on est en DCE, enfin on est en cours de consultation des entreprises, et finalement voici les matériaux qu'on va effectivement mettre en œuvre. Donc on va faire les façades avec des briques de parement, on va avoir un certain nombre d'éléments de garde-corps en extérieur qui vont être faits avec des éléments métalliques de réemploi, et puis voilà les autres éléments. Très simple, pas de gros enjeux assurantiels, un peu sur la brique. Enfin non, je pense sur la brique. Jusque-là, ça semble très très simple. S'il y a des oppositions, des questions, interrompez-moi tout de suite. Ensuite, tout au long des études, comment est-ce qu'on prescrit, alors que dans un certain nombre de situations, vont se poser 2 questions. Est-ce que le matériau sera disponible au moment de construire, d'une part, et d'autre part, toutes ces questions de caractérisation dont a parlé Hugo tout à l'heure. Donc là, c'est une opération de réhabilitation de bureaux dans le centre de Paris pour le compte de Gessina avec Saguet & Partners, qui sont les architectes d'intérieur, puisque c'est une opération de réhabilitation, mais qui touche très peu, voire pas aux façades. Voilà, on est dans les beaux quartiers parisiens, peu importe. Une opération phasée en 3 opérations, un peu sensible pour notre client, puisque c'est le siège social et l'annexe de son siège social. Un client qui a une volonté forte de faire du réemploi et qui s'en donne les moyens, et donc une ambition très forte. Donc on a d'abord participé au curage avec un nombre très important de matériaux curés. La chance qu'on a, c'est qu'on a une capacité de stockage en sous-sol du bâtiment, et une partie des matériaux ont été donnés à des associations à travers une fondation qui appartient au client, et une autre partie des matériaux conservés, stockés pour être remis en œuvre dans le projet. Une des choses à relever, on fait le curage avec une entreprise d'insertion, qui est une entreprise qui s'appelle Tricycle, avec qui on a travaillé à plusieurs reprises et avec lesquelles on aime beaucoup travailler. Et du coup, on lie à la fois cette question environnementale essentielle, je le répète pas, et une question sociale, c'est que les personnes qui ont participé au démontage, au conditionnement, au transport de ces matériaux, sont des personnes qui sont dans des situations d'éloignement de l'emploi, enfin, qui sont éloignées de l'emploi, souvent des personnes qui sont en chômage de longue durée, et qui apprennent ici un nouveau métier, une nouvelle compétence, et en plus une compétence qui a quelque chose de précieux, c'est que leur métier, c'est de fabriquer de la valeur, c'est-à-dire de transformer un matériau qui, a priori, aurait pu être déconsidéré en un matériau qui va être utilisé de nouveau. Et matériellement, et même en termes économiques, leur métier, c'est de fabriquer de la valeur. D'ailleurs, on les appelle valoristes.
quelques data chiffrées, quelques tonnes de matériaux, un peu de CO2 évité, une part du volume total qui peut, selon le point de vue duquel on se place, moi j'ai tendance à dire 8% c'est pas mal, on a bien bossé. Puis en fait, si on raisonne en termes purement environnemental, 8% ça veut dire que vous avez encore 92% d'amélioration possible. Voilà. Alors la question après, donc on fait le curage et puis il faut réaménager ces bureaux. Et comment est-ce qu'on prescrit des matériaux dont on n'a pas nécessairement la connaissance. Si je rappelle juste rapidement le schéma classique, vous dessinez un projet avec des matériaux hypothétiques qui sont jolis sur un catalogue, puis vous appelez un fournisseur en lui disant il m'en faut X quantité, il vous le fournit, il n'y a pas de problème, sauf pendant la crise Covid où il ne sait plus vous le fournir, mais le reste du temps, ça marche comme ça. En réemploi, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc il y a la situation du réemploi in situ où effectivement vous prescrivez des matériaux connus, ils sont présents sur votre site, c'est le cas d'une partie des matériaux de cette opération, ils sont présents, on les a stockés en sous-sol, on sait à quoi ils ressemblent et on a seulement besoin de les caractériser. J'ai mis des guillemets pour éviter les réactions effrayées, mais je pourrais l'écrire aussi sans guillemets. Et donc il s'agit de cadrer la performance et de s'assurer du respect de la norme. Hugo en a parlé et j'y reviendrai tout à l'heure. Et vous avez la situation un peu plus complexe du réemploi qu'on appelle nous rapporter. Alors selon les acteurs, on leur donne des noms différents, mais c'est celui qu'on utilise nous, où vous prescrivez des gisements qui proviennent de l'extérieur, qui sont a priori non connus au moment de la prescription. C'est-à-dire vous concevez un projet et vous pouvez difficilement dire cette palette de tuiles, elle ira sur mon opération. Et donc vous misez finalement, c'est un peu une partie de poker, sur le fait qu'elles seront disponibles. Ça nécessite de mettre en place un certain nombre de stratégies pour s'adapter à la disponibilité réelle du gisement au moment où vous avez besoin de le mettre en œuvre. Alors comment on fait ça ? Eh bien, déjà la première chose à faire, c'est de concevoir d'une manière un peu flexible. On en a parlé ce matin et ça nous a beaucoup fait rire, cette histoire du carrelage noir qui ne convenait pas à la maîtrise d'ouvrage. Si vous écrivez « je veux un carrelage noir », probablement vous n'aurez pas un carrelage de réemploi. Par contre, si vous écrivez « je veux un carrelage d'une dimension comprise entre A et B », et mis en œuvre d'une manière donnée qui soit adaptable à ce qu'on trouvera, et vous allez bien trouver un carrelage qui ressemble à peu près, qui est peut-être dans une teinte claire par exemple. Et teinte claire, ça ne veut pas dire noir, ça ne veut pas dire blanc ou gris, ça veut dire quelque chose entre les deux ou les deux. Donc c'est conception flexible, et tout ça, il faut à un moment donné quand même le mettre dans quelque chose qui ressemble à un contrat. Et on sait tous qu'un CCTP, plus c'est flou, moins c'est bien. Donc il faut quand même être en mesure déjà de décrire cette flexibilité-là et surtout de décrire des systèmes de variantes. Et la grande question qu'on nous pose très souvent, c'est mais comment on fait si je prescris du réemploi et que finalement il n'y a pas réemploi, c'est-à-dire si j'ai rien à mettre en œuvre. Donc nous, une des stratégies qu'on met en place, c'est de dire regardons pour le matériau donné quel est le délai de commande de son équivalent en neuf, et si à la date limite du délai de commande de l'élément en neuf, on n'a pas de solution au réemploi, on valide l'option en neuf, et j'insiste là-dessus, et on valide l'option en neuf et on pose du neuf et puis on livre le chantier à temps. Et ça marche très très bien. Voilà. Et puis, ah oui, il y a la question du PC. Alors pareil, quand vous déposez un PC, il faut dessiner les trucs, les machins. Mais en fait, vous pouvez très bien oublier de préciser la nature de la teinte de la brique ou préciser que ce sera une brique avec un LED chaud dessus. C'est quelle couleur une brique avec un LED chaud dessus? J'en sais rien. Et puis, au moment du chantier, si vous pouvez mettre la brique que vous avez, vous mettez la brique que vous avez. Et si vraiment il faut, vous rajoutez un LED chaud, ça ne coûte pas bien cher, c'est tout blanc et ça correspond à ce que vous avez mis au PC. Et après, il y a toujours la possibilité éventuellement de faire un PC modificatif si vraiment la fenêtre, elle n'était pas prévue du tout. Et donc, on aura du mal à faire passer ça pour une souplesse de conception ou de coloris. Voilà, et puis la question de la caractérisation, mais je pense que pareil, Hugo en a très bien traité. Le job finalement, c'est de démontrer le niveau de performance du matériau de réemploi, sa conformité à la norme et le fait qu'il soit au moins aussi performant que ce qu'exige la norme. Donc pour ça, nous on rédige des fiches techniques, enfin nous, les acteurs du réemploi de manière générale, rédigent des fiches techniques matériaux. Je vais y revenir, vous montrer un peu en détail ce que c'est. Mais en gros, le concept, c'est très simple, c'est de dire si on avait un matériau neuf équivalent, qu'est-ce qu'on demanderait comme mode de preuve? Et moi, avec du réemploi, qu'est-ce que je suis capable de produire comme mode de preuve ou de proposer au bureau de contrôle? J'avais des gens de chez Alcontrol tout à l'heure. Si vous avez des remarques, des observations, salut les gars, ce sera avec plaisir.
Mais en gros, on fait ça. Et deuxième chose aussi, surtout, on n'attend pas le pro ou le DCE pour rencontrer le bureau de contrôle, qui en général va nous dire « mais attendez, on est au pied du mur et ça ne me convient pas, vos modes de démonstration ». Moi, je dis toujours aux équipes, vous rencontrez le bureau de contrôle le jour de sa désignation. Et ça devient votre meilleur pote, accessoirement, ou votre meilleur ami. Et donc, on rencontre les bureaux de contrôle, on n'a pas de projet, on n'a rien à leur montrer. On va les voir juste en leur disant « bonjour, on existe, on est un bureau d'études, on va devoir travailler ensemble ». On veut mettre en place des matériaux de réemploi, on comprend que votre spectre d'analyse des projets est heurté par le fait d'utiliser des matériaux de réemploi. Comment est-ce qu'on peut parler le même langage ? Donc nous, on leur dit, nous, notre langage, c'est ça, on va vous montrer des fiches techniques qui ressemblent à ça, est-ce que ça vous parle ou pas ? Et en fait, dans 100% des cas, l'interlocuteur triste nous dit oui, ça me parle. C'est-à-dire, d'un côté, il y a des normes, c'est hyper compliqué, il n'y a que moi qui comprends quelque chose là-dedans. Et de l'autre côté, il y a les modes de preuve que vous avez utilisés pour me démontrer que votre matériau de réemploi il respecte l'objectif visé. Ça marche très bien. Et le seul truc, c'est de collaborer ensemble, d'arrêter de regarder le bureau de contrôle comme le grand méchant loup qui fait que de nous opposer des contraintes insurmontables et de se dire comment on peut réfléchir ensemble pour aller plus loin. Et souvent, en plus, les gens, ils adorent innover quand on met en place les moyens pour le faire. Voilà, et puis quand même, en amont de ça, avant d'écrire des fiches techniques, on se pose la question de savoir est-ce qu'il existe déjà des données, c'est-à-dire avant de les inventer ou de les produire, parce qu'on ne les invente pas vraiment, est-ce qu'on peut récupérer les DOE, les fiches techniques d'origine des matériaux, les PVFE ou autres informations. Donc ça, c'est un peu ce à quoi ça ressemble. J'imagine que de là où vous êtes, on ne peut rien lire, mais c'est très très simple. La performance du matériau, qu'est-ce qui est demandé donc, en termes d'aspect de dimensionnement, en termes d'éclatement, là c'est l'exemple d'une brique, en termes de masse volumique, les référentiels normatifs, la NFEN, je ne sais pas combien, elle demande telle et telle information, ainsi de suite, ainsi de suite. Les référentiels donc en neuf, les référentiels en réemploi et les modes de preuve que je propose de mettre en place. Et c'est simplement, est-ce que je considère qu'il y a besoin de passer par un labo pour tester la résistance à la compression, ou est-ce que je propose un autre mode de preuve qui serait notamment ce qu'expliquait encore une fois Hugo tout à l'heure, de choquer deux briques ensemble et de voir si ça tient. On propose ça au bureau de contrôle, on se met d'accord sur le protocole, une fois qu'on est d'accord sur le protocole, on l'applique, point barre. Et si on n'est pas d'accord sur le protocole, on trouve une solution commune. Donc comment ça marche ? Si on résume un peu tout ce que je viens de vous dire, vous avez d'abord la maîtrise d'œuvre qui prescrit un produit, elle fait son projet, elle choisit des matériaux de réemploi. La maîtrise d'œuvre toujours, a priori le bureau d'études réemploi qui étudie les niveaux de performance exigés par le projet, et ensuite qui produit les modes de démonstration. Tout ça passe par le filtre ou du contrôleur technique ou de l'assureur. Pour rappel aussi, parce que souvent les contrôleurs techniques, quand je tiens ce genre de propos, disent nous, on ne vise pas le matériau. Et c'est vrai, le job du bureau de contrôle, c'est pas de viser un matériau, c'est de viser une mise en œuvre. Donc la mise en œuvre doit être conforme à la norme, et nous, ce qu'on démontre au bureau de contrôle, c'est que notre mise en œuvre sera conforme à la norme. Voilà, donc on lui demande de viser, d'approuver un protocole qui permet de démontrer la conformité à la norme, pas du tout un matériau. C'est-à-dire, à aucun moment, le bureau de contrôle, il regarde la brique en disant oui, elle est solide ou pas. Il s'en fout. Et ensuite, on fait caractériser les matériaux. Sur des sujets de caractérisation simples, ça peut être le job du BE. Sur des sujets plus complexes, ça peut être le job du fournisseur ou du lot 01. Et je vais revenir sur le sujet du lot 01 tout à l'heure, parce qu'en phase chantier, il va falloir les fournir, ces matériaux. Et des fois, il faut en passer par un laboratoire, et dans ce cas-là, on fait des tests complémentaires. Petit exemple, alors j'ai oublié de mettre dans le slide, il y a deux moments dans la présentation où je dois être attentif au nom des acteurs qui ont participé, que je n'ai pas cités. Il y a, au moment où je vais vous parler du projet de la Grand'Halle, je le fais une première fois comme ça s'est fait, Remix n'existait pas, ce sont nos associés d'Encore Heureux qui portaient le projet en tant qu'architecte, et un autre BE qui s'appelait Albert et compagnie qui était en charge du réemploi. Et ici, c'était quoi la blague ? Ça avait l'air... Et ici, on a travaillé avec des designers qui s'appellent Kataba, avec qui on a co-conçu des systèmes de faux plafonds acoustiques à partir de dalles de faux plafonds 60-60 de réemploi. Donc sujet très simple en soi. Avec Kataba dessine ce sujet-là. Donc c'est une opération de bureau, toujours l'opération de Capucine, et le client colle sur des plafonds béton nus des kilomètres carrés de plafonds acoustiques qu'il achète toujours chez le même fabricant, qui ont une performance environnementale assez médiocre et une qualité esthétique donnée, voilà, produit plutôt haut de gamme chez Gessina. Et donc on démonte des faux plafonds,
Et on se rend compte qu'on en a, enfin on le savait déjà par avance, c'est que globalement les faux plafonds en 60-60, les dalles minérales, c'est un déchet en puissance. Vous en démontez des kilomètres parce que la nouvelle norme, c'est les plafonds libres. Quand vous l'avez démonté proprement, c'est ou en pas très bon état, ou ça vaut plus cher que si vous en aviez acheté du neuf. Mais déchets en puissance. Et donc on dit à notre client, bah voilà, on va faire les faux plafonds acoustiques avec, et on dessine ce truc-là avec Kataba. Se pose une question, déjà le bureau de contrôle. Donc il y a 2 couches de dalles ici, posées l'une dans le bon sens, l'autre à l'envers, et un revêtement textile ici. Accessoirement, revêtement textile qui est le fournisseur des faux plafonds acoustiques habituels vend aussi le revêtement textile seul. Donc la finition, in fine, d'ailleurs, il ne faudrait pas qu'ils viennent nous chercher sur de la copie parce qu'on aurait peut-être des soucis. Mais parce que ça ressemble beaucoup, c'est juste 80 fois moins impactant en termes de carbone. Et donc le bureau de contrôle nous dit, bon déjà votre pose elle est étonnante, il y a 2 éléments l'un sur l'autre, mais surtout comment est-ce que vous pouvez nous démontrer la performance au feu. Et vous savez qu'un des grands sujets feu, c'est la manière dont déjà c'est tout ce qui est au plafond et qui brûle et la manière dont ça peut tomber sur les personnes qui essayent d'évacuer le lieu. Quand on a un peu l'histoire des normes de la sécurité incendie en France, il y a eu un très grave accident où dans une boîte de nuit, dans les années 70-80, où le plafond a gouttelé sur les occupants. Et en fait, ce qui a causé le plus de dégâts, c'était les coulures chaudes sur les occupants. Et ça a été une hécatombe absolue. Donc ça, c'est un des éléments de référentiel qui fait qu'aujourd'hui, on est très attentif à ça, et à juste titre. Et du coup, donc nous, on se pose la question, on dit, mais oui, comment on va démontrer que nos dalles, elles sont pas dangereuses pour les futurs occupants? Et on se rend compte ce jour-là d'un truc, c'est que quand vous retournez une dalle, il y a un code absolument barbare écrit au dos, et ce code-là, c'est une référence, et quand vous appelez le fabricant avec cette référence-là, bah, il est capable de vous sortir la fiche technique. Et une fois que vous avez la fiche technique, bah, vous avez le PV-feu, et vous allez voir le bureau de contrôle en disant, il est écrit un truc sur la dalle, moi ici j'ai une fiche technique, c'est écrit exactement la même chose en haut. Je peux vous démontrer le niveau de performance. Est-ce que ça vous convient? Et une fois qu'il a ça, le bureau de contrôle, là, bah, c'est marrant parce que c'est exactement le même référentiel que j'utilise tous les jours pour des matériaux neufs. Ça me convient tout à fait. Et on fait un proto, on le met dans une salle de réunion. Enfin, d'abord, on fait des tests acoustiques dans la salle de réunion vide. On fait un proto, on le met dans la salle de réunion. On refait les mêmes tests acoustiques. L'acousticien, il extrapole ça sur la surface totale des bureaux. Il dit que c'est plutôt pas mal performant. C'est globalement la même chose que le même en neuf. Toujours 80 fois moins impactant en termes de carbone, et on en colle des kilomètres carrés dans les bureaux. Alors pour la petite histoire, il se trouve que pour des questions de thermique, ils ont décidé de placer en plafond radiant, donc c'est les mêmes îlots mais en radiant, donc il en reste beaucoup moins que prévu dans le projet, mais on a développé un truc qui fonctionne, et le designer est en train d'en faire une ligne, une série que vous pourrez acheter, et qui porte le nom de l'adresse du bâtiment, qui est rue des Capucines, boulevard des Capucines précisément, ce qui est plutôt sympathique comme nom de bâtiment. Je ne sais pas comment j'en suis au terme de temps, mais 4 minutes, mon Dieu, on va aller vite. Ça va être un chantier livré à temps, celui-là, pour une fois. Fournir et poser, comment on fournit donc la grande halle de Colombelle. 4 minutes, j'accélère. Grande halle de Colombelle, encore architecte, et Albert Co, BE, entre autres, enfin HQE, mais qui a géré les questions de réemploi. Et dans ce projet, on met en œuvre ces matériaux-là. Tout ça, ça a été livré en 2019, la grande halle, donc vous avez un début des études 4 ans avant, sur un territoire où les pratiques de réemploi sont assez peu développées, et c'est l'occasion de monter un lot 01. Alors qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est plein de choses à la fois, c'est-à-dire c'est une invention récente. Certaines personnes racontent que c'est ce projet qui a inauguré le principe. Mais en gros, c'est très simple, c'est de dire aujourd'hui, les acteurs du réemploi, ils ne savent pas trop, ou les entreprises ne savent pas trop se fournir en matériaux de réemploi. Donc il faut les aider. Donc comment on les aide? On prend quelqu'un dont c'est le métier, qui a la compétence, et on lui dit, tu fournis des matériaux qu'on te demande aux entreprises dans des conditions similaires aux matériaux neufs. Tu leur amènes sur le chantier tout prêt à poser. Les entreprises, elles posent. Il n'y a plus de problème pour l'entreprise. Et en plus, l'assureur, il est content parce qu'il y a quelqu'un qui est payé pour fournir, et ça ressemble vachement aux fournisseurs en matériaux neufs. Et donc là, on est de nouveau dans quelque chose qui est très similaire à la chaîne de responsabilité assurantielle en neuf. Sachant que le principe de l'assurance, c'est pas de dire il faut pas avoir de risque, il faut que tout le monde soit bien assuré, comme ça quand ça coûte très cher, chacun prend un petit bout, et en fait ça coûte très cher à personne. Donc quand il manque quelqu'un qui est le fournisseur, on se dit mais ça veut dire que la charge du fournisseur, il faut la répartir sur les autres, et quand vous appelez quelqu'un le fournisseur, il prend son bout de charge, et tout le monde est content. Donc voilà, en matériaux neufs, vous avez un fournisseur, il fabrique, il caractérise, il garantit,
et il fournit au poseur. Et quand vous êtes en réemploi, vous avez un lot réemploi qui va chercher, stocker, éventuellement reconditionner, transformer, caractériser, garantir sous certaines conditions, mais en tout cas apporter une certaine forme de garantie et fournir. Voilà, et bien après comment ça se passe, la maîtrise d'œuvre, elle conçoit son projet. Le lot 01, il cherche des gisements. Quand il a trouvé un gisement qui est cool, il le propose à la maîtrise d'œuvre. J'espère que vous me suivez parce que je vais très très vite, mais il faut livrer le chantier à temps. La maîtrise d'œuvre valide la conformité du gisement au projet et au référentiel normatif. Une fois que c'est fait, le lot 01 achète, il fournit sur le chantier, l'entreprise depose et vous avez un joli bâtiment qui est moins impactant en termes environnementaux. Quelques images, les portes de sanitaire. Alors moi, je les aime beaucoup parce qu'il y a encore les œilletons. Et le jour de l'inauguration, il y a quelqu'un qui vient nous voir et dit « Vous êtes sûr, elles sont posées dans le bon sens, les portes ?» Des radiateurs en fonte qui ont été reconditionnés aussi par une entreprise spécialisée. Là, vous avez des éléments de la structure bois de la charpente, enfin, du balcon que vous voyez à gauche. À gauche, oui, c'est ça. Voilà, puis en fait c'est fini, on va être presque à l'heure. Quelques ressources quand même, si vous voulez aller plus loin, parce qu'on apprend tous collectivement plein de choses aujourd'hui, mais il y a aussi des ressources en ligne. Matériauxréemploi.com, qui est un média d'actualité qu'on a créé en 2018 et qui est moins tenu à jour qu'à une époque, mais sur lequel il y a pas mal de ressources. Une carte aussi des acteurs de la filière sur le site matériauxréemploi.com, qui est différente de celle d'Opalis que j'ai remis. Opalis, c'est des fournisseurs de matériaux de réemploi, donc des gens qui vendent des matériaux, avec un énorme travail de sourcing, et ils ont été rencontrés la quasi-totalité, voire la totalité des acteurs, ce qui n'est pas notre cas sur la carte. Et notre carte, quand même, ce qui la différencie, c'est qu'au-delà des vendeurs, il y a aussi les concepteurs, il y a aussi les formations, il y a aussi quelques projets, et c'est une carte participative, donc toutes et tous, vous pouvez suggérer des acteurs. Et puis un groupe aussi sur les réseaux sociaux, donc quand on a commencé à s'intéresser au sujet, on s'est dit que la bonne manière d'apprendre, c'était de fabriquer du savoir collectivement. Et une manière de fabriquer du savoir collectivement, c'est de partager l'information. Donc, c'est le groupe de veille qui existe sur Facebook et LinkedIn, qui est accessible et sur lequel il y a des professionnels ou des étudiants aussi, d'ailleurs, qui partagent le dernier article, leur expérience, ou qui posent des questions quand ils ont des questions. Et à titre de conclusion, quand même, se redire pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, très rapidement. On est 7 milliards, alors à l'époque où ce dessin a été fait en 2014, on est presque 8 milliards maintenant, sur une toute petite bille sur lequel, qui fait 510 millions de kilomètres carrés de surface. Et sur cette surface-là, il y a 30% qui sont des terres. Donc on est très nombreux sur une toute petite surface, et on est un peu dans cette situation-là où on a pensé très longtemps qu'on avait beaucoup de ressources. Donc quand on sortait du dentifrice, on en mettait plein la brosse à dents, et aujourd'hui on commence à se rendre compte qu'on n'a plus beaucoup de ressources, et on voudrait continuer à pouvoir vivre dans des conditions qui ne sont pas trop mauvaises. Donc il faut qu'on réfléchisse à la manière dont on consomme les ressources qui nous restent. Et dans le secteur du bâtiment, nous concepteurs, vous architectes, maîtrises d'ouvrage, on a collectivement une grande responsabilité, c'est qu'on est le premier producteur de déchets, tout secteur d'activité confondu en France, 70% du volume total. On a mis énormément d'énergie sur les politiques de recyclage, la poubelle jaune à la maison, c'est très bien, je ne dis pas le contraire, mais on s'est attaqué à 3% du problème, on est très très bon sur 3% du problème. Maintenant, il faut qu'on devienne très très bon sur 70% du problème. Et dans le même temps, on est le premier producteur, le premier consommateur de ressources. Et à aucun moment, on se dit, mais attendez, est-ce que les déchets, les ressources, ça ne pourrait pas se croiser? Il n'y aurait pas quelque chose à faire. Donc, il y a quelque chose à faire. Et surtout, on est assis sur cette mine de ressources, ce sont nos villes, on les voit tous les jours, notre patrimoine bâti, on les voit tous les jours, et il faut aujourd'hui commencer à concevoir avec. Et surtout, le plus important dans tout ça pour moi, c'est qu'on pourrait voir la question écologique comme une contrainte. C'est le cas de certaines personnes, à qui je n'adresse globalement pas la parole. Et on peut voir la question écologique comme une extraordinaire occasion de créer, de continuer à concevoir des nouvelles choses qui sont plus adaptées à l'évolution du monde dans lequel on vit. Et c'était un peu l'idée de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on peut concevoir des choses chouettes, originales, en faisant de ce qui pourrait être considéré comme des contraintes plutôt des leviers de créativité. Merci. Merci Morgane Moinet.